Dans le plus grand des silences, on fait aujourd'hui face à la plus grande révolution qu'ait jamais connue le monde de l'art. Les médias n'en disent pas un mot ou presque. Et c'est pourtant là, aujourd'hui et sous nos yeux, que ce changement de paradigme s'opère. Avant, quand un changement avait lieu dans le monde de l'art, il s'opérait sous forme de nouveaux courants artistiques. L'impressionnisme, le cubisme, l'art contemporain, abstrait, le pop art, parmi tant d'autres. Mais dans le fond, tous ces changements n'en étaient pas vraiment. Et ils recouvraient tous la même réalité. C'est l'artiste lui-même qui faisait le choix délibéré de son œuvre et de son art. Et absolument tout dépendait de lui. Mais aujourd'hui, c'est une toute nouvelle ère dans laquelle nous entrons et dans laquelle l'artiste ne contrôle plus rien ou presque. Il n'est désormais plus maître de son art et de ses résultats. Mais comment tout ça est possible ? L'histoire commence avec le légendaire studio Larva Labs. Si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez peut-être davantage les CryptoPunks, collection de NFT légendaires dont le prix de vente dépasse aujourd'hui celui des Bored Ape Yacht Club. Sans jamais avoir fait de publicité, sans jamais avoir organisé un seul événement et sans avoir organisé de concerts gratuits légendaires à New York pour ses membres, avec dans une seule et même soirée Snoop Dogg, Eminem et Lil Wayne sur scène. C'est dire la puissance de Larva Labs et des CryptoPunks. En un mot, peut-être la collection NFT la plus iconique de l'histoire. Mais avant de se lancer dans les CryptoPunks, Larva Labs a créé une collection qui contenait une innovation puissante et qui s'apprêtait à changer le cours de l'histoire de l'art à tout jamais. Une collection qui allait complètement bouleverser le monde de l'art pour lui donner une toute nouvelle direction. Cette collection, c'était les autoglyphes. Une collection d'œuvres en art génératif, c'est-à-dire créées automatiquement par un algorithme qui avait été codé auparavant. Le résultat obtenu est une succession de petits symboles habituellement utilisés pour du texte qui, mis côte à côte, permettent d'obtenir des figures géométriques ayant une certaine esthétique. Dans le milieu, on appelle ça de l'ASCII art. Ce n'est donc pas un artiste qui crée les œuvres lui-même, mais un algorithme informatique, c'est-à-dire une sorte de robot. Mais même si ça paraît intriguant, ça n'est en réalité pas nouveau. Et l'art génératif obtenu via des algorithmes existe déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. Dès les années 60, Harold Cohen avait déjà utilisé cette technique pour créer des œuvres et obtenir ce résultat. Mais Larva Labs va aller bien plus loin que tout ce qui a été fait auparavant en débloquant l'obstacle majeur qui bloquait l'expansion de ce type d'art. En effet, si ce n'est pas l'artiste qui crée l'œuvre, mais simplement un algorithme, qu'est-ce qui empêche quiconque de simplement copier cet algorithme pour lui aussi créer des œuvres? Absolument rien. Et c'est bien là tout le problème. Si tout le monde peut copier votre travail et que vous n'avez aucune possibilité de prouver que c'est vous le véritable auteur, comment valoriser ce travail? Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène Larva Labs et ses autoglyphes avec une innovation spéciale qui s'apprêtait à envoyer l'art génératif vers les sommets. Larva Labs a trouvé la solution pour rendre cet algorithme et son rendu unique, mais aussi et surtout absolument impossible à copier. Pour ce faire, ils prennent le code qui est utilisé pour générer la figure artistique et l'inscrivent directement dans la blockchain Ethereum. Sans entrer dans les détails techniques, ça rend le code absolument impossible à copier et à falsifier. L'acheteur de l'algorithme et par extension de l'œuvre qui en découle est désormais reconnu comme l'unique possesseur de l'œuvre. Et il ne risque pas une seule seconde de voir cette œuvre copiée sans pouvoir rien y faire. C'est un peu comme si Picasso avait pu peindre son nouveau tableau en ayant la garantie absolue qu'il n'aurait pas de risque de tomber sur des faussaires, que ce soit au moment où il peint ou même dans le futur et après sa mort. Ce bout de code totalement ancré sur la blockchain Ethereum est ensuite encapsulé dans un jeton ERC721, mieux connu sous le nom de NFT. Désormais, l'art génératif dispose d'un support technique puissant pour se développer. Une garantie d'unicité et de non-copiabilité, la création de ces œuvres sous forme de NFT et donc une vente qui peut désormais s'effectuer facilement et en quelques clics seulement sur Internet. Tous les éléments sont là pour une nouvelle révolution technique, économique et artistique qui allait entraîner l'art digital vers de nouveaux sommets. Et c'est ainsi qu'un tout nouveau monde dans le domaine de l'art s'est créé en l'entraînant dans un tout nouveau paradigme. Un changement à la fois créatif, économique et culturel. Le premier changement fondamental que ça génère, c'est qu'on ne voit plus du tout l'art de la même façon. Depuis la nuit des temps, on juge un artiste pour son travail et son élan créateur. Il exprime son talent à travers son art et crée, et c'est comme ça qu'on le considère et qu'on l'estime. On lie ainsi toujours un artiste et son œuvre, les deux ne pouvant jamais être dissociés. Mais l'art génératif ouvre un tout nouvel univers possible et change complètement la perception des artistes. Désormais, en plus de la dimension artistique, l'artiste acquiert une dimension technique à travers la création de l'algorithme.
mais surtout, un élément entre désormais en compte et change absolument tout dans le monde de l'art génératif, l'aléatoire. Mettre en place des algorithmes pour générer des œuvres sans savoir quel sera le résultat final ouvre un tout nouveau monde. Un nouveau monde économique, puisque sur les infinités de résultats possibles, certains peuvent prendre une valeur délirante. Par exemple, cette œuvre issue de l'art génératif s'est vendue à plus de 6 millions de dollars il y a quelques mois. De prime abord, elle n'a rien, mais alors vraiment rien de spécial. Mais si on y regarde de plus près, les formes générées font penser à une noix, qu'on devine ici au centre de l'image. Et c'est justement ce qui paraît fou et fait exploser la cote de cette œuvre. Une œuvre générée aléatoirement par un algorithme dont le résultat est finalement une forme reconnaissable et figurative. Ça paraît complètement impossible. 6 millions de dollars pour cette œuvre alors que l'art génératif date de quelques années seulement, ça laisse imaginer du potentiel économique absolument massif et incroyable de ce type d'art. À quand la première œuvre d'art génératif vendue à plus de 10 millions de dollars? Et à quand celle vendue à plus de 100 millions de dollars? Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Un peu comme les Chinois qui s'arrachent ces morceaux d'ambre qui accidentellement renferment un insecte, on peut s'attendre à ce que les œuvres d'art génératif qui accidentellement représentent des formes reconnaissables voient leur valeur exploser à l'avenir. Mais l'art génératif va aussi ouvrir un tout nouveau monde de dopamine. En effet, on ne sait pas à l'avance les résultats qu'on va obtenir. Mais on sait en revanche que certains résultats obtenus pourraient se vendre des millions et des millions de dollars s'ils correspondent à ce que recherchent les collectionneurs. L'art génératif va en effet déclencher les mêmes réactions que quand on joue au loto, au poker, ou bien lorsque l'on met une pièce dans une machine à sous dans l'espoir de gagner le gros lot. Vous savez, ce frisson au moment de se lancer en sachant qu'on va peut-être empocher une grosse somme d'argent. Avant, le résultat était immédiat et sans surprise. Maintenant, il contient une grosse part d'aléatoire avec une faible chance d'obtenir un résultat qui vaudrait potentiellement jusqu'à plusieurs millions d'euros. En un mot, l'art génératif a tout pour rapprocher le monde de l'art de celui des casinos. Et enfin, dernier point et non des moindres, l'art génératif ouvre un nouveau monde de technicité. Quand la technicité dans l'art se résumait jusqu'à présent aux textures, matières, effets ou autres reflets, elle ne comportait qu'une très faible dimension technique et informatique. Avec l'avènement de l'art génératif et les algorithmes, c'est une toute nouvelle dimension qui se profile avec pourquoi pas de nouveaux langages de programmation, de nouveaux résultats en termes de rendu, de forme et de couleurs et de nouvelles innovations techniques qui sublimeront cet art au cours du temps. Bref, l'aléatoire présent dans l'art génératif va générer plus de dopamine, plus de surprises, plus d'argent et plus d'innovation. Tout un programme. Mais ce nouvel élan de dopamine, de surprise et de technicité aurait bien pu ne jamais avoir eu lieu. Et il a fallu une innovation majeure qui allait pouvoir débloquer tout ça et lancer le mouvement de l'art génératif. En effet, avant de connaître son expansion radieuse, l'art génératif a dû faire face à un problème technique majeur, qui aurait bien pu signer la fin de cette toute nouvelle forme de création. Il existe en effet deux catégories de stockage, bien distinctes l'une de l'autre et qui apportent leur lot de défis. L'art peut tout d'abord être on-chain, c'est-à-dire que le résultat obtenu, donc l'image, sera elle-même stockée sur la blockchain. Ici, on parlera de la blockchain Ethereum, puisque c'est la blockchain de référence dans le domaine de l'art digital. Mais ça implique un problème majeur. C'est extrêmement cher à stocker. C'est à la limite jouable pour du pixel art, c'est-à-dire de l'art constitué de gros pixels et donc avec une très faible définition de l'image. Mais c'est la seule option. Et même dans ce cas de figure, ça reste extrêmement coûteux. Alors, il existe une solution qui va régler ce problème technique et permettre à l'art génératif de s'exprimer pour trouver son public d'artistes talentueux d'un côté et de collectionneurs de l'autre. Ce n'est pas l'image en elle-même qui sera stockée sur la blockchain, mais le code qui permet de la générer. On parle alors de stockage off-chain. Ce stockage off-chain présente deux immenses avantages, tous deux complémentaires. Premièrement, évidemment, en plus d'éviter des coûts de stockage faramineux, il permet une unicité absolue de l'œuvre et surtout l'impossibilité de la copier comme on l'a vu dans la première partie. Le code est inscrit dans la blockchain, donc devient immuable et non copiable, ce qui en garantit l'unicité sans besoin d'experts, de notaires ou d'autres professionnels parfois très coûteux et capricieux. Encore une fois, c'est un peu comme si Picasso pouvait peindre un tableau en ayant la certitude absolue que personne ne pourrait jamais le copier. Ça fait un peu rêver. Et le second avantage, c'est que ça donne une forme de beauté à l'œuvre. En étant inscrit dans la blockchain, l'œuvre n'est plus modifiable et le résultat est donc aléatoire. Cet aléa, cette surprise, cette non-prévisibilité donne une nouvelle forme de beauté en combinant l'image générée à l'émotion de la surprise et de l'inattendu. Comme un enfant émerveillé qui s'empresse d'ouvrir un cadeau en ne sachant pas ce qui est à l'intérieur, le spectateur sera empressé et curieux du résultat qu'il va obtenir.
Une âme d'enfant et un émerveillement comparable à celui d'un petit garçon ou d'une petite fille, c'est exactement ce que va permettre ce nouveau stockage off-chain. En un mot, résoudre les problèmes techniques pour ouvrir l'émotion des spectateurs. Mais c'est un tout nouvel acteur du milieu qui va désormais accélérer tout le processus. Depuis Autoglyph de Larva Labs, le mouvement de l'art génératif est lancé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est populaire et connu du grand public. C'est même en réalité tout l'inverse. Pour que le monde de l'art en général, voire le grand public connaisse et adopte cette nouvelle forme, il manque un déclencheur. Un acteur qui allait l'incarner si bien qu'il en deviendrait presque l'étendard. Cet acteur, c'est Artblocks et l'histoire de ce collectif est incroyable. Elle commence avec Eric Calderon, mieux connu sous son pseudonyme de Snowfro. Une personnalité connue et reconnue dans le monde de l'art, mais aussi et surtout un artiste et une personnalité majeure depuis des années dans le petit monde des NFT, et ce bien avant l'explosion de ce milieu auprès du grand public. Son idée est toute simple mais d'une efficacité redoutable. Il veut s'associer avec d'autres acteurs majeurs du milieu de NFT pour créer tous ensemble un comité de curation. C'est-à-dire que des artistes influents et déjà établis au sein du courant de l'art génératif, Snowfro inclus, allaient se réunir ensemble dans ce comité et promouvoir de nouveaux artistes qu'ils jugent prometteurs et talentueux selon des critères qui leur sont propres. Pour ce faire, le process est très simple. Les artistes postulent au sein de ce comité de curation nommé Artblocks. Le comité décide alors des artistes qui seront sélectionnés et les heureux élus sont alors classés en 3 catégories. Première catégorie, l'élite des artistes. La crème de la crème est classée dans la catégorie Artblocks Curated. C'est notamment le cas de Dimitri Tcherniak ou bien de Tyler Hobbs. Mais c'est aussi le cas de Snowfro, qui est aussi un artiste en plus de faire partie du comité de curation. Petite anecdote intéressante à son sujet, sa première collection, Chromie Squiggle, est devenue le logo et l'emblème de Artblocks. Mais il existe en plus de Artblocks Curated 2 autres catégories d'artistes pour les euros sélectionnés au sein de Artblocks. Pour les artistes jugés bons sans être au niveau de ceux de Artblocks Curated, ils sont versés dans la catégorie Artblocks Factory. Et enfin, il existe une 3e et dernière catégorie pour les artistes déjà passés par la catégorie Artblocks Curated, donc celle des artistes d'élite mais qui veulent tenter de nouvelles expérimentations artistiques, Artblocks Playground. C'est un peu le laboratoire d'expérimentation de ces artistes qui veulent explorer d'autres horizons, ou bien, comme son nom l'indique, leur terrain de jeu. C'est cette organisation bien pensée, associée à ce comité de curation connu et reconnu, qui a permis de faire passer l'art génératif d'une poignée d'initiés à une adoption bien plus massive et partagée. En un mot, Artblocks et Snowfro ont été les plus grands communicants et promoteurs de l'art génératif. Il est cependant important de signaler qu'aujourd'hui, seule la catégorie Artblocks Curated a persisté, les 2 autres catégories Artblocks Factory et Artblocks Playground ayant été supprimées. L'art génératif a déjà vécu sa première grande révolution avec Artblocks, en passant d'un milieu ultra confidentiel à une exposition bien plus grande. Mais malgré cela, ça reste dans l'univers d'internet, des NFT et de tous ceux qui sont un minimum sensibles à tous ces éléments, c'est-à-dire une infime minorité de la population. La prochaine grande révolution de l'art génératif se met elle en marche et elle promet d'être bien plus massive. Elle touchera à peu près toutes les couches de la population, y compris Mamie Jacqueline qui ne sait toujours pas comment faire marcher l'internet ou son smartphone. Cette révolution, ce sera celle des musées et elle a déjà commencé à s'implanter peu à peu pour offrir de nouvelles expériences artistiques et créatives aux visiteurs. Chez nous en France, c'est par exemple à Bordeaux que Julien Gachadoa a exposé pour la première fois ses œuvres à la Metavilla en octobre 2020. Il programme des algorithmes qui vont diriger une machine qui, à son tour, va retranscrire l'œuvre sur du papier grâce à des traceurs. Au Japon, à Tokyo, c'est l'architecte et programmeur allemand Michael Hansmeyer qui explore l'utilisation des algorithmes pour générer et fabriquer des formes architecturales complexes. Ces travaux récents comprennent la production d'une mukarnas, c'est-à-dire d'une voûte ornementale élaborée pour le musée d'Armory à Tokyo, et l'installation d'un décor de grotte pour la flûte enchantée de Mozart. Son processus d'art génératif lui permet de créer des objets de grande ampleur. La conception par algorithme permet une complexité et une richesse de formes qu'il serait presque impossible de dessiner à la main et qui seraient tout aussi laborieuses à dessiner dans un programme de 3D. Enfin, les grands événements du monde de l'art contemporain ne sont pas en reste, puisque c'est lors de la conférence Art Basel à Miami qu'une exposition entière consacrée à l'art génératif a eu lieu, et dans laquelle il était possible pour les visiteurs d'obtenir une œuvre d'art génératif en scannant un QR code sur place. En un mot, dans les musées, dans les expositions et dans les grandes foires d'art, l'art génératif se développe à très grande vitesse.
À quand une expo à Beaubourg à Paris? Justement, ça a déjà été fait. Pas sur l'art génératif en tant que tel, mais plus généralement sur l'art digital, ce qui est déjà un très bon début. De domaine de niche ultra confidentiel avec un public d'initiés uniquement, l'art génératif a su se démocratiser et se faire une place de plus en plus grande dans le cœur des collectionneurs et dans les salons feutrés des musées. Le passage de la technologie on-chain à celle de l'off-chain et la puissance de Artblocks puis des musées y sont pour beaucoup. Mais selon vous, l'art génératif est-il une mode passagère ou bien un phénomène parti pour durer? Si vous pensez que c'est parti pour durer, alors cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir chaque jour dans votre boîte mail la présentation d'un nouvel artiste digital prometteur.